Bien le bonjour et bienvenue sur Frades et Culture, l'émission audiophonique des volontaires. Audiophonique, c'est genre... Oui, en fait, c'est un podcast. C'est trop bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de Friday Culture, le podcast des volontaires. Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023. Bonne année! Aujourd'hui, en ce 13 janvier, nous souhaitons mettre à l'honneur Émile Zola et sa position sur l'affaire Dreyfus, car sa fameuse lettre ouverte « J'accuse » a été publiée le 13 janvier 1898. Donc pour l'œuvre commune, nous sommes partis sur la bande dessinée L'affaire Zola de Chapuzet, Girard et Gravé aux éditions Glénat. Pour les œuvres perso, est-ce que tu veux commencer, Paloma ? Oui, alors moi du coup aujourd'hui j'ai choisi un livre, Enchantment of Ravens. Vous allez m'excuser pour mon accent anglais un peu merdique. Tu l'as lu en anglais ? Non, je l'ai lu en français, mais le titre il existe qu'en français en fait. En anglais. Ah ouais, d'accord. Ouais, oui, en fait le titre il est anglais, comme ça c'était comme ça sur le livre. Du coup il a été écrit par Margaret Rogerson, et peut-être que vous connaissez parce qu'elle a aussi écrit le livre Sorcery of Thorns. Je connais juste Donc, de nom. parce qu'en fait, du coup, les couvertures, elles se ressemblent un peu. Je pensais que c'était la suite de l'histoire, mais en fait, c'est deux histoires différentes, mais un peu de la même collection. Ok. Voilà. Du coup, ça parle un peu, je sais pas si vous vous rappelez de l'œuvre que j'avais présentée au dernier podcast, Le Prince Cruel. Je crois que c'était au dernier que je l'avais présenté. Et en fait, c'est un peu le même monde, donc c'était un monde de faées, de fées et tout. Oui. Et bah là, en fait, c'est un peu le même monde, mais bon, vu que chaque auteur, il interprète, c'est une légende, un peu les fées, ils interprètent les légendes comme, à leur manière, donc il y a des trucs qui diffèrent et tout. Du coup, il y a encore des faées, des bêtes, des animaux mystérieux. Et voilà. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. C'est l'histoire d'Isobel, une jeune artiste peintre qui travaille avec des clients particuliers, du coup les faées, qui eux ils ne peuvent pas faire usage de l'art. Par exemple, ce qui est peindre, ils peuvent pas. Par exemple, il y a une scène dans le livre où par exemple, il y a Isobel qui est en train de cuire un lièvre, parce que ça se passe un peu... Enfin, il n'y a pas de téléphone ni rien et tout, quoi. Du coup, elle cuit un lièvre dans la forêt. Et par exemple, il y a un failli qui vient et qui prend la broche pour cuire le lièvre. En fait, il reste sans bouger. En fait, il est bloqué. C'est un peu comme les allergies qu'on a. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, s'ils font usage de l'art, en fait, ils tombent en poussière à moitié. Enfin, c'est un peu bizarre. En fait, ils peuvent aucunement faire usage d'art. C'est assez bizarre. Genre, parfois, du coup... Je me suis rendu compte dans le livre, en lisant des trucs, que je me rendais même pas compte que ça c'était de l'art. Tu vois, que genre cuire quelque chose c'est de l'art en fait. Du coup, même ça ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas chanter quoi. Bah oui, voilà, c'est trop bizarre. Ok. Et du coup, voilà. Mais suite à une séance de peinture avec un modèle assez particulier, le prince d'automne Corneille, sa vie est chamboulée à cause de son grand talent de la peintre parce qu'elle arrive à peindre les émotions humaines dans les peintures. C'est assez spécial. Et Corneille il prend ça comme un acte de trahison car les faillis sont pas du tout habitués à voir les émotions humaines sur eux parce qu'en fait ils sont pas du tout humains les faillis. Donc voilà, et elle est donc condamnée, mais durant le voyage vers la cour d'automne, pour être jugée, ils ont bon nombre de péripéties bon nombre de péripéties leur arrivent et un amour interdit naît entre eux. Parce que, du coup, comme je disais, l'amour c'est interdit entre les mortels et les faillis, parce que c'est le grand roi des faillis qui a dicté ça. En fait, ils appellent ça la bonne loi. En fait, ils peuvent pas transgresser la bonne loi, il n'y a pas d'avoir d'amour entre les mortels et les faillis. D'accord. Voilà. Après, je vais pas vous spoiler. L'amour interdit. Du coup, j'ai vraiment adoré ce livre, parce que comme à chaque fois je vous dis, j'adore les histoires fantastiques comme ça. Et je suis vraiment fascinée par l'imagination des auteurs qui créent des histoires fantastiques, qui aient l'idée, qui trouvent les histoires comme ça, je trouve ça trop stylé. Et voilà. Ok, très bien, c'est intéressant. Du coup, moi je vais peut-être rebondir et parler, du coup, moi aussi à mon tour d'un livre. C'est aussi une histoire fantastique, il y a des elfes, mais il n'y a pas de fées, mais il y a des elfes et des trucs comme ça. C'est l'histoire du sorceleur, aussi connu sous le nom The Witcher, de Andrzej Sapkowski. Alors c'est une histoire qui se déroule en 7 tomes, et du coup c'est une licence très connue, surtout grâce aux jeux vidéo et à la récente adaptation sur Netflix qu'il y a eu en série. Et donc voilà, en fait l'histoire ça se déroule dans un monde fantastique, l'équivalent du XIIIe siècle de notre époque. Et donc pour résumer un peu les 3 ou 4 premiers livres qui ont déjà été adaptés dans la série, le personnage principal qui s'appelle Geralt de Rive, c'est un sorceleur. Et en gros, sorceleur, c'est le nom qui est donné aux personnes qui, comme lui, dans leur enfance, leur jeunesse,
ont subi un entraînement, enfin des entraînements très rudes et une mutation forcée pour les rendre plus forts et agiles, pour leur permettre de chasser des monstres ou des entités qui posent problème à travers le continent dans lequel ils vivent. Et il y a un deuxième personnage super important dans l'histoire qui s'appelle Cyrilia. Euh, En gros, c'est la petite fille d'une reine d'un royaume, sauf que un beau jour, le royaume a été attaqué par des ennemis de royaumes du sud. Et en gros, la reine est décédée. La mère de Cyrilia n'a jamais, en tout cas, elle n'a pas vécu longtemps. Du coup, Cyrilia vivait avec sa grand-mère, et donc elle était désormais la seule légitime détentrice du trône. Et donc, les attaquants, ils la cherchaient pour pouvoir la marier à leur empereur, pour que ils puissent régner en toute légitimité sur les terres après avoir vaincu l'armée de ce royaume-là. Et sauf que Ciri a réussi à s'échapper, à s'échapper du champ de bataille, et à s'enfuir. Et puis en plus, ensuite, elle a décidé de se faire appeler Ciri pour cacher son identité. Waouh, Cyrilia, Ciri, c'est totalement différent. Waouh, on ne sait pas du tout qui c'est. Et puis elle a rencontré Geralt, avec qui elle était liée par les liens de la destinée. Parce que bon, faut lire un peu, faut regarder la série ou lire l'histoire pour comprendre un peu ce lien-là. Mais voilà, en gros, Geralt l'a ensuite entraîné pour qu'elle puisse se défendre et se battre très bien d'ailleurs. Et donc voilà, et juste la série Netflix, l'adaptation, c'est super fidèle au livre. Tu l'as vu ? Ouais, j'ai regardé j'ai regardé la première saison quand elle est sortie, et la deuxième saison quand elle était sortie aussi, genre 1 ou 2 années après, et 1 année après. Et le truc, c'est que j'ai arrêté de lire à partir du 4e tome, j'ai commencé le 5e tome, mais j'avais pas réussi à suivre l'histoire. Et là, dans un élan de folie, je m'y suis remis. Et j'ai lu le 5e, je suis déjà à plus de la moitié du 6e tome. En 2 semaines, je crois que j'ai lu 800 pages. Oui, c'est énorme. Et du coup, j'ai bientôt fini le 6e tome, j'aurai plus que le 7e. Enfin voilà, en gros, l'histoire est super fascinante. Il y a un peu, du coup, c'est un peu fantastique, mais dans le sens médiéval, un peu sanglant, donc c'est pas pareil que ton histoire à toi, où toi c'est un peu genre amour, non, c'est un peu C'est bizarre. pas exactement amour, parce qu'après c'est compliqué de résumer un livre comme ça. Mais Oui, mais voilà, c'est un peu fantastique autour de l'art, alors que moi, dans Le Sorceleur, le seul, il y a de l'art, mais c'est un poète qui est pote avec le sorceleur, et c'est un poète, sauf que voilà, il est doué, mais il fait plein de bêtises, voilà, donc voilà. Du coup, j'ai fini. Peut-être, Léonie, tu veux enchaîner ? Oui, l'autre jour, j'ai revu un de mes films préférés, Shutter Island, peut-être que vous connaissez. Je connais le nom, mais j'ai jamais vu. Peut-être que je l'ai vu. Le nom me dit quelque chose, je crois que je l'ai vu, mais je avec suis pas certain. Leonardo Oui. DiCaprio. Oui, en général, j'aime bien ce genre de film avec des films qui jouent un peu avec la tête. Ah oui. Et le film raconte l'histoire d'un agent américain, Edward Daniels, en 1944. Et il est à la recherche d'une patiente disparue en psychiatrie. Et l'hôpital psychiatrique est situé sur une île, Shutter Island. Et c'est pour le cas particulièrement dangereux, pour la partie de la société qui est vraiment bizarre. Et tout autour de l'île, l'océan fait rage, et ce qui rend impossible toute évasion. Aussi, entre l'île est très petite, il n'y a pas une autre chose, juste l'hôpital psychiatrique. Et alors, aussi, le temps est très très mal normalement. Et normalement, ce n'est pas possible de suivre sans un logement, sans l'aide d'une autre personne. Alors oui. Et je ne veux pas vraiment dire trop que ce film,
parce qu'à mon avis, il y a la plus grande intrigue en comparaison avec tous les autres films, Ok. ou beaucoup des autres films. Et, en particulier, les nombreuses rétroperspectives où vous voyez Edward comme un soldat de la guerre, ou aussi avec sa femme, avec ses enfants dans la maison, sont incroyablement bien faites. Et au final, je ne savais plus quoi croire et ni qui disait la vérité. Ok. Et je sais, mon partie aujourd'hui est un peu courte, mais de l'un côté, c'est très difficile d'expliquer l'histoire. Un film qui a l'air si compliqué que ça, Oui, ça doit être compliqué. oui. Puis t'as pas envie de spoiler. C'est un peu oui. comme si on essayait de parler de Inception. Enfin, Ah oui. ouais, bah ça m'a fait penser à T'as raison, oui. c'est très compliqué d'en parler. Oui, aussi, tu connais Interstellar. Ah oui. Oui, bah pareil. Même Oui, chose voilà, avec c'est ça, oui. un peu le même style de film, un peu, Oui. comme tu dis, qui joue avec la tête, faut être bien accroché. Quoi. Christopher Oui. Nolan. Et J'ai c'est vu aucun de ces 3 films, moi. Ah, bah on te recommande. Oui. Ok, ouais, Si tu veux avoir un petit mal de crâne ou alors yes. avoir l'histoire qui te trotte au coin de la tête pendant des semaines, regarde-les. Yes. Il faut Ok. les voir Bon, bah, plusieurs je vais fois faire pour ça. comprendre. Quoi. Ouais. Ah Mais, oui, ok. oui. Ok, bon, bah, je vais essayer de tenter ça. Alors il faut voir le film pour comprendre vraiment, parce que je ne veux dire trop. Ok, bon, bah. Oula. B, ça va? On va recommencer. Ok, d'accord. Bon, bah, merci Léonie pour ce. Christophe, Sarah. Oui, j'allais dire merci Léonie, mais après j'allais dire c'est bon Sarah, tu peux commencer, sauf qu'après j'ai perdu mon mot. Oui. Oh, mais commence Allez. aussi. Bon allez, Sarah, à ton tour. C'est à mon tour. Alors moi pour aujourd'hui je voulais parler d'une télé-réalité. Bon, c'est un peu bizarre parce que bon, une télé-réalité présentée dans un podcast, on parle d'œuvres culturelles, on peut se dire what the fuck. Mhm. Et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Terrace House. Je sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout. C'est une télé-réalité qui est japonaise. Il me semble qu'il y a 4 saisons sur Netflix en tout cas, mais il y en avait eu avant. Et elles se passent toutes dans une ville au Japon. Et en gros, il y a une villa. Genre la villa trop belle, trop chic, etc. Et dedans, il y a 3 hommes et 3 femmes. Ok. Et en vrai, pour ces jeunes-là, parce qu'ils sont la plupart sont jeunes, ils n'ont pas vraiment de but. Mais bon, ils ont quand même un but commun, c'est de trouver l'amour. Et c'est vraiment trop bien comme télé-réalité. Parce qu'en fait, on en apprend tellement sur la culture japonaise. Genre juste, on les voit tous les jours cuisiner. Et à chaque fois, t'es en mode, mais j'ai envie de manger ce qu'ils mangent, quoi. Tellement c'est Ok. ouf. Et justement, je disais qu'ils voulaient trouver l'amour. Et souvent, ils partent en rendez-vous. Genre, ils s'invitent l'un l'autre. Moi, viens, on va là et là. Et des fois, ils vont au restaurant. Et à chaque fois, les restaurants, je suis en mode, OMG, ça a l'air trop bon. Ou des fois, ils vont à des temples japonais. Et donc, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Et c'est vraiment... en fait, ça te donne envie de... Genre, par exemple, moi, j'ai un copain, ça donne envie d'aller l'amener faire des dates tout le temps. Parce que vraiment, cette série-là, elle est vraiment... Et aussi, c'est très différent des téléréalités qu'on a l'habitude de voir, des téléréalités françaises et américaines. Parce que, par exemple, genre, ils sont très... pudiques, un peu timides. Alors qu'on a l'habitude de voir des personnes un peu excentriques. Alors que là, ils sont vraiment... Même à un moment, ils discutaient pendant un repas de choses assez profondes, genre sur les ambitions, sur le futur de chacun. Wow. Alors que, tu vois, on ne verrait pas ça dans une Ouais. télé, genre sur les ch'tis ou les Ah oui, Marseillais, tu vois. c'est normal. Enfin, les Japonais, ils sont éduqués, Oui, quoi. Voilà. Aïe. Mais ouais, c'est vraiment très intéressant et il faut pas avoir en tête ces téléréalités que je viens de citer, c'est quelque chose de totalement différent. Et même la réalisation en elle-même de la télé-réalité, elle est très cinématographique. Tous les plans sont très beaux. Je me demande même comment ils font pour filmer, parce que bon, c'est sûr qu'ils cachent des caméras dans la villa, mais c'est tellement bien filmé et tout est si clean et tout est carré. Enfin, c'est vraiment très, très, très chouette. Et du coup, on voit, il y a des candidats qui arrivent et puis qui partent. Genre, et en même temps, en fait, qu'ils sont dans la villa, ils ont aussi leur vie à côté. Ils peuvent aller en cours, ils travaillent. Ah ouais, ok. Et enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et aussi, ce qui est marrant dans cette télé-réalité, c'est qu'entre les scènes,
il y a des coupures où on va se retrouver dans un endroit totalement différent avec 6 commentateurs. Et en gros, ces 6 personnes-là, qui sont aussi japonais, viennent de voir la même séquence qu'on vient de voir. Et ils vont la critiquer et la commenter. Et en fait, ça donne un contraste totalement différent entre les 6 personnes qu'on voit vivre dans cette vie-là et les 6 commentateurs. Et c'est souvent très très drôle parce que ils vont se foutre un peu ils vont se foutre un peu des candidats. En mode, mais pourquoi il a fait ce choix-là? Pourquoi il a dit ça à cette fille-là? C'est très très drôle. Et du coup, je vous recommande vivement. Il y a du coup 4 saisons sur Netflix. Et vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez. Et les épisodes sont assez courts en plus, ils durent 25 minutes, je crois. Ok. Et c'est. Du coup, c'est en VOSTFR ou en VOST. Ouais. Il n'y a pas de voix françaises qui vont couvrir les voix japonaises. Ok, d'accord. Et du coup, ça permet d'apprendre un peu des mots japonais. Ouais. Et c'est vraiment super. Je vous recommande d'aller. Il faut qu'on parle. J'ai envie de parler un peu plus d'œuvres et surtout de films et de trucs japonais parce que c'est vrai qu'ils sont très doués. Mais du coup, je parlais avec ça avec Paloma, mais j'en ai présenté beaucoup d'œuvres japonaises récemment. Sans vraiment le vouloir, mais en fait, je trouve que leur culture, elle est tellement. Mais la culture japonaise, elle est vraiment très belle. Et mais après, je voulais un peu rebondir sur les téléréalités parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps. Parce qu'on a un peu un cliché des téléréalités, mais par exemple, on fait toutes les émissions. Mais après, je prends un exemple pas super, mais par exemple TPMP. Ce genre d'émission, c'est aussi des téléréalités. Oui. Genre, j'avais vu une vidéo YouTube sur ça et en fait, les téléréalités, ça regroupe plein de trucs. Ça Oui, pas mais c'est le nom télé-réalité. C'est quoi. juste qu'on a été un peu habitué à relier télé-réalité avec les Marseillais. Bon, on a eu un mauvais exemple, quoi. Voilà. Oui, voilà. Ok. Bon, moi, j'aime pas du tout les télé-réalités. Mais je te recommande parce que moi non plus, j'aime pas du tout. Et c'est totalement différent. Ok, d'accord. Faudrait que je teste. Ça me... Et chaque saison avec des autres personnes. C'est ça. Okay. Et même dans une même saison, les personnes peuvent partir et d'autres reviennent. Tu vois. Donc ils sont pas obligés de rester parce que je crois que ça dure 3 mois peut-être une saison. Et là, s'ils veulent rester un mois, voilà. Et ça dépend aussi de leur vie, ce qu'ils font actuellement. Ok, d'accord. Cool. Du coup, maintenant, on va présenter notre œuvre commune. Du coup, comme on vous disait, on va présenter l'affaire Zola. Du coup, la BD de Chapuzet, Girard et Gravé aux éditions Glénat. Du coup, cette bande dessinée nous raconte la vie d'Émile Zola, commençant par son enfance, puis l'écriture de plusieurs de ses livres, puis par sa lettre ouverte pour le président Faure le 13 janvier 1898 par rapport à l'affaire Dreyfus. Du coup, comme on disait, on suit la vie de Zola. Après, on suit un peu la vie de Dreyfus, du coup l'accusé, et après, sur la suite de la BD, on alterne un peu sur chaque planche entre la vie de Zola et de Dreyfus. Voilà. Alors du coup, moi, je voulais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Moi, j'avais déjà entendu parler de l'affaire Dreyfus. On connaît de nom. Ouais. Mais en fait, je connaissais de nom, mais j'ai jamais su ce que c'était l'affaire Dreyfus. Je savais qu'il y avait une histoire avec Émile Zola, qu'il avait fait une lettre et tout, mais je connaissais pas du tout l'histoire. Et du coup, là, j'ai compris l'histoire. Franchement, c'était très bien expliqué. Au début, en fait, j'avais peur qu'ils expliquent pas vraiment l'affaire, qu'on suit un peu juste la vie de Zola. Et vu que je connaissais pas du tout l'affaire, je comprenais pas trop au début. Mais après, on suit vraiment bien le fait d'avoir le point de vue de Zola et de Dreyfus en même temps. On suit un peu ce que vit Dreyfus et tout. Je trouve qu'on est vraiment très bien plongé dans l'histoire. Je trouve que la BD raconte très bien l'histoire. Ouais. C'est un peu pareil. En fait, moi, je me souviens que très peu de ce que j'avais entendu et vu pendant les cours au collège ou au lycée. Je sais même plus d'ailleurs quand est-ce que c'était. Mais ouais, l'affaire Dreyfus, je me souvenais même plus ce que c'était. Je savais que ça s'était passé, mais quand on parlait de l'affaire Dreyfus, si un jour tu venais, tu me disais ouais, l'affaire Dreyfus, tu connais? Raconte-moi en détail. Non. Je connais de nom, mais je sais plus du tout ce que c'est. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre en vrai ce qui s'était passé. Voilà. Juste un petit truc que je sais toujours pas, ou en tout cas que j'ai pas compris même en lisant la BD. Il a été accusé de quoi, Dreyfus ?
De trahison. De trahison, oui, mais qu'en par fait, rapport à quoi? C'est ça la En fait, question. je crois que c'est ça, parce qu'au début, au début de la BD, en fait, il y a le grand général, il lui demande en fait d'écrire une lettre, parce qu'il a apparemment le bras cassé, ou je sais pas, c'est pas un Oui, truc dans c'est le ça. genre. Ouais. Et en fait, c'était une lettre de trucs qu'il n'aurait pas dû écrire. Et vu que c'est Dreyfus qui a écrit la lettre, bah du coup, on croit que c'est de lui que vient la ok. lettre. Alors qu'en fait, il a juste... D'accord, on en sait pas fait, le en contenu de fait, cette il, lettre. Ouais, voilà, ok, en il a fait, on lui a vraiment dicté la lettre. orchestré, il a Oui, et orchestré du coup, je pense que c'est ok. vraiment une mise en scène, il a fait exprès de lui faire écrire la lettre en lui dictant, en fait, pour que lui soit accusé. Ok. Je pense, je crois que c'est ça Oui, l'histoire, si, si moi, j'ai bien j'ai- Ok, compris. oui, Du ok. coup, la trahison. Ouais, voilà. Ok, Et tout c'était ça ce parce truc-là, que- j'avais pas compris. Parce qu'il était juif. Voilà. Oui. Voilà. Ok. Et toi, Léonie, qu'est-ce que t'en as pensé de la BD? Alors pour moi, je crois que c'était la plus grande défi à lire jusqu'à présent. Parce que tu connaissais pas l'histoire Dreyfus. Non. Non, du tout. Je l'ai entendu jamais à l'école, je ne sais pas. En général, j'avais beaucoup de problèmes à comprendre, mais grâce à ces petites dessins, Ouais. j'ai compris, je crois que la partie la plus essentielle. Et aussi, Mathieu m'a dit que cette histoire existe dans la vie réelle. Oui. Et oui, j'ai l'impression que l'injustice est infiniment frustrante et en lisant, je suis devenue vraiment agacée. Surtout parce que les Dreyfus, cette capitaine, je ne sais pas qui est exactement cette personne de l'armée, est réduit de sa nationalité et aussi de sa religion. Et c'était, frustrant. Et un autre, c'était affreux de voir comme la population était divisée, au lieu d'essayer de trouver une solution ensemble. Et je crois que ce phénomène est très proche de la réalité. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment trouvé ça horrible qu'il soit accusé à tort comme ça et on suit vraiment en fait tout ce qu'il a vécu en prison et tout. C'est vraiment affreux tout ce qu'il a vécu alors qu'il avait rien fait du tout. Ouais, parce qu'il a vécu en prison et puis le regard des gens, enfin des Français qui étaient d'accord avec... Enfin, d'accord. Qui ont dit ok, ouais, c'était lui le traître, tuez-le sur place. Oui, alors qu'il cherche pas plus loin. Enfin, Ouais, c'est ça, il cherchait même pas à comprendre, donc ouais. Mais surtout, même quand il a été acquitté et qu'il est revenu, bah, il y avait encore plein de gens qui ne le croyaient pas. Bah, c'est oui, ça. qu'ils le croyaient pas, puis même qu'ils s'en sont pris à Zola, comme on l'apprend dans l'histoire. Oui, du coup, Zola qui allait après en Angleterre et tout, parce qu'il pouvait pas rester en France à cause de cette histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment une manière très intéressante d'en apprendre plus sur l'histoire. Ouais. Et peut-être que si on avait lu cette BD-là au lycée ou au collège, enfin, quand on parle de ça, je pense que ça aiderait encore plus pour la compréhension. Mais c'est vrai que moi en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir appris ça au collège ou au lycée. Ah ouais? J'ai aucun souvenir. Moi, je me souviens qu'on en avait parlé en cours, mais c'est vrai que, en tout cas, on n'avait pas abordé les détails ou quoi que ce soit. Je me souvenais juste l'affaire Dreyfus. Voilà, c'est Moi, tout. je me rappelle juste qu'on parlait beaucoup de la lettre J'accuse de Émile Zola, et qu'on parlait du coup du contenu de la lettre, mais pas forcément de l'histoire, en détail. Et ni même du résultat, les conséquences qu'avait eu cette lettre-là. En tout cas, je me rappelais plus. Et j'ai beaucoup aussi aimé le style du dessin. Je trouvais ça assez agréable à lire et à regarder. Je sais même pas comment on pourrait le décrire, c'est un peu sombre quand même, mais je trouvais ça assez... Il y a beaucoup de contrastes, mais c'est dessiné, on dirait un peu... un peu. C'est vrai que les dessins, on dirait un peu que c'est genre exagéré, en tout cas certains visages, certaines formes, des choses comme ça, mais en même temps c'est super intéressant à voir et à lire. Je me rappelle d'une planche, je crois que c'est avec un général, avec une grosse tête et tout, Oui. C'est assez caricatural un peu. Oui. Et puis sur la planche d'après, on le voit d'un peu plus loin, il est beaucoup plus fin et beaucoup moins imposant, enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc de caricature, d'exagérer les personnages. Et justement, pour en parlant des personnages, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de personnages. Parce qu'en fait, normal, Zola, il connaît plein de monde. Ouais. Et du coup, on nous récitait un peu une liste de noms et de prénoms. Surtout de capitaine, de général et tout. Moi, Et des fois, on était un peu J'étais un peu perdu. Il y a aussi d'autres écrivains que je ne savais même pas qu'ils étaient potes, qu'ils se connaissaient, Guy de Maupassant. Tu connais pas Guy de Maupassant? Si, mais je savais pas que Zola et Guy de Maupassant, ils étaient amis ou en tout cas ils se connaissaient. J'étais pas au courant de tout ça. Mais en tout cas, c'était très intéressant et je pense que oui, s'il y a d'autres BD sur l'histoire,
Ça C'est peut très être bien. super intéressant, de un pour se rappeler des faits historiques de Ouais. notre pays, et de De deux les pour apprendre. mieux les comprendre. Ouais, voilà, mieux les comprendre, c'est ouais. ça, mieux les comprendre. Mm. Parce que c'est vrai que la BD, même pour Léonie, les bandes dessinées, c'est une des manières les plus simples de comprendre une histoire, parce que il y a des images avec, mais il n'y a pas que des images. C'est pas vraiment comme regarder un film ou une vidéo où tu peux, là, avec une BD, tu peux revenir 1 ou 2 pages en arrière si tu comprends pas, tu peux relire, tu peux... Tu peux lire à ton rythme. Voilà, et c'est super intéressant les BD parce que, pour toutes les raisons que je viens de citer en fait. Tout à fait. Ouais. Bon, merci de nous avoir écoutés. On se dit à dans 3 semaines, parce qu'on a changé le rythme des sorties des podcasts. C'était compliqué de trouver des œuvres. En 2 semaines, c'était un peu compliqué pour nous. Du coup, à dans 3 semaines. À dans 3 semaines. revoir. Au Au revoir. revoir. Salut.